écosystèmes nourriciers et aménagement des paysages oubliés. Dans le cadre d'un relevé officiel réalisé au cœur du Midwest américain aux alentours de l'année 1862, géomètres de l'Utah consignaient des observations d'une précision déroutante. Ces carnets de terrain décrivaient une lisière forestière aux strates multiples, garnie d'arbres fruitiers, d'arbustes à baies et d'un couvert végétal comestible si dense et varié que le fonctionnaire y vit la marque d'une civilisation ancienne et prospère. Ce rapport, loin d'être une envolée poétique, constitue un témoignage bruce une structure paysagère totalement aménagée. Pourtant, en moins de 4 décennies, ce paysage d'une fertilité exceptionnelle fut entièrement labouré et remplacé par des cultures céréalières monoculturales, tandis que les notes de l'arpenteur finissaient reléguées dans les archives d'un comté sous la rubrique vague des observations régionales diverses. Ce classement sommaire, sous l'étiquette de simple curiosité régionale, pose une question fondamentale quant à la perception des systèmes alimentaires pré-industriels. Alors que le récit historique classique dépeint les populations anciennes comme luttant constamment contre la famine dans une nature hostile jusqu'à l'avènement de l'agriculture industrielle, les documents d'époque révèlent une réalité bien différente. Les récits des premiers explorateurs, cartographes et scientifiques décrivent avec une régularité troublante d'espaces extrêmement productifs, structurés et diversifiés. Ces témoignages de terrain suggèrent l'existence de réseaux d'approvisionnement autonomes et auto-entretenus, élaborés à une échelle monumentale bien avant la généralisation des méthodes agricoles modernes. L'exemple du bassin amazonien illustre parfaitement ce décalage entre les découvertes de terrain et l'historiographie officielle. Lorsque les chroniqueurs espagnols et portugais du J-V siècle décrivaient des cités florissantes le long du fleuve, bordées de zones cultivées d'une grande opulence, la communauté scientifique moderne qualifia longtemps ces récits d'exagération mythologique. Il a fallu attendre les fouilles archéologiques de la fin du VIe siècle pour valider ces observations grâce à la découverte de la Terra Preta, cette terre noire d'origine anthropique, d'une fertilité extraordinaire et capable de se régénérer, s'étend sur des centaines de kilomètres carrés. Elle est directement associée à la présence de forêts aménagées où se concentrent des essences utiles telles que les châtaigniers du Brésil ou les palmiers açaï, plantés selon des schémas de régularité manifeste. De manière analogue, le continent nord-américain présentait avant la colonisation intensive un paysage bien éloigné du mythe de la wilderness sauvage. Les botanistes et explorateurs du XVe siècle décrivaient des boisements ouverts ressemblant à des parcs, parsemés de vergers de noyers, de plaquets miniers et de pruniers sauvages organisés façon méthodique. Ces communautés végétales complexes offraient une complémentarité nutritionnelle remarquable, nécessitant peu d'entretien direct une fois établis. La rapidité avec laquelle ces environnements ont été rasés et remplacés par des exploitations agricoles uniformes au cours du X siècle témoigne d'une transformation radicale du territoire. Menée à une vitesse telle que la mémoire de ces aménagements s'est presque effacée de la conscience collective. Ce phénomène de substitution rapide ne s'est pas limité au continent américain et se retrouve dans d'autres régions du monde. En Afrique de l'Ouest, les voyageurs du J siècle ont documenté de vastes systèmes d'agroforesterie étagés s'étendant sur des zones considérables. Ces écosystèmes complexes, intégrant la canopée, les arbustes fruitiers et les plantes couvre-sol, assuraient une production continue sans nécessité d'irrigation lourde ou de travail du sol intensif. L'arrivée des administrations coloniales s'est accompagnée d'un démantèlement méthodique de ces structures jugées improductives selon les critères européens, pour les remplacer par des monocultures de rente destinées à l'exportation, modifiant profondément l'autonomie alimentaire des populations locales. Dans les îles Canaries, l'étude des pratiques de la population autochtone ganche avant la conquête espagnole montre également l'usage de forêts aménagées combinant des espèces végétagines diverses. La gestion de ces espaces permettait de maintenir une récolte abondante et continue sur des terrains escarpés.
La disparition progressive de ces savoirs ancestraux à la suite des conflits et de la réorganisation coloniale a conduit à la plantation systématique de cultures commerciales, uniformisant des paysages qui caractérisaient auparavant une horticulture sophistiquée et adaptée aux contraintes insulaires. L'analyse de plusieurs zones forestières à accès restreint à travers le monde révèle des particularités botaniques intrigantes. Qu'il s'agisse de certaines parcelles de la taïga sibérienne, de réserves chinoises dans les gorges du Yangtze ou de forêts sanctuarisées en Inde, la recherche indépendante observe fréquemment des distributions anormales d'espèces alimentaires et des modifications de la structure des sols. La présence de ces groupements végétaux denses et organisés suggère une intervention humaine ancienne visant à maximiser la production biologique sur plusieurs niveaux topographiques. Cette convergence mondiale d'aménagement paysager pose la question des mécanismes ayant conduit à leur remplacement simultané au cours du siècle, au moment même où les territoires nord-américains étaient convertis sous l'impulsion de lois sur la colonisation foncière. Des processus similaires d'extraction et de simplification des couverts forestiers se déroulaient dans l'Empire britannique, dans la Russie tsariste et dans l'Asie de l'Est. La rapidité de cette transition vers des modèles agricoles nécessitant un travail constant et des intrants réguliers demeure un sujet d'étude complexe pour l'histoire environnementale. L'examen des photographies pionnières de la seconde moitié du VI siècle apporte un éclairage complémentaire sur cette mutation. Les arrière-plans des clichés de l'époque montrent souvent des lisières forestières d'une densité et d'une complexité structurale bien supérieure à celle des boisements secondaires à tubes. De même, les registres d'arpentage d'origine révèlent une proportion élevée d'arbres à de la diversité végétale d'alors. L'implantation des réseaux de transport et les politiques d'attribution des terres ont joué un rôle déterminant dans la disparition rapide de ces formations végétales au profit de grands champs ouverts. L'étude de la répartition géographique de certaines espèces végétales comestibles renforce l'hypothèse d'une gestion horticole planifiée sur le long terme. Le cas du dromadaire gradémésimier, dont les graines lourdes ne peuvent se disperser naturellement sur de grandes distances sans vecteurs animaux spécifiques, montre une propagation liée au déplacement humain sur l'ensemble du pays des États-Unis. Des anomalies similaires de distribution s'observent pour d'autres espèces fruitières majeures en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, suggérant l'existence de réseaux et des champs d'essaims méthodiques à très grande échelle. La perte progressive des connaissances associées à la création et à l'entretien de ces écosystèmes nourriciers constitue un aspect marquant de cette transformation. Alors que les techniques agricoles traditionnelles se transmettent habituellement sur de nombreuses générations, les principes d'assemblage des forêts alimentaires ont été largement oubliés l'espace d'un siècle. La reconstitution contemporaine de ces savoir-faire repose en grande partie sur l'analyse de fragments d'archives et sur l'observation de vestiges forestiers épargnés par le développement moderne. Aujourd'hui, l'analyse des sols anthropiques, comme la terra preta et l'observation des structures végétales survivantes continuent d'alimenter la recherche sur les formes anciennes d'aménagement territoire. Les données recueillies dans les archives régionales et sur le terrain témoignant de la capacité des sociétés passées à concevoir des environnements productifs intégrés. L'étude de ces paysages oubliés offre une perspective documentée sur la diversité des systèmes alimentaires qui ont devancé l'ère de la monoculture industrielle. Ti mystery comme tout en an. Bueder trut sarsti wetin, illik en subscribe to de code d'un 8 main de next vidéo.